Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, on retombe en enfance avec le musée des arts forains. Manèges qui font tourner la tête et autres labyrinthes de miroirs sont au rendez-vous. Chez Erwan Bouloud, tout est une affaire de transmission et de partage. Un artiste aux influences multiples qui nous reçoit aujourd'hui. Crête, chaîne et épingle à nourrice, le style punk n'a pas peur de s'imposer sur les podiums. Zoom sur cette tendance dans Un Mode. Le tic-tac du temps qui passe crée la douce musique de l'atelier Norbert, un lieu où chaque montre et horloge a le droit à une deuxième vie. Avant de rencontrer l'artiste Erwan Bouloud, tout de suite, point de vue. Saviez-vous que La Joconde, peinte par De Vinci, a bien failli disparaître pour toujours? Le 22 août 1911, le tableau est dérobé au Louvre. L'affaire fait alors les choux gras de la presse. On accuse même le poète Apollinaire. C'est 2 ans plus tard qu'un antiquaire florentin prévient les autorités. Un homme, Vincenzo Perugia, a tenté de lui revendre Mona Lisa. L'homme qui travaillait au Louvre à cette époque en a profité pour voler le tableau qui sommeilla 2 ans dans sa chambre à coucher. Une histoire à dormir debout. Qu'il soit un accessoire de mode élégant, une simple manière de protéger son brushing ou de tenir son cou bien au chaud, le foulard fut de tout temps porté par les hommes et les femmes. Dans Foulard du mouchoir au carré de soie, on revient sur l'histoire d'un bout de tissu qui s'imposa à la fois comme un véritable symbole de lutte et accessoire de fashion addict. On présente plus de 300 pièces à l'histoire et aux motifs parfois surprenants, où se côtoient pièces anonymes et carrés de maisons célèbres. Charlotte Perriand, c'est la designer qui a su s'imposer aux côtés de Charles-Édouard Jeanneret, mieux connu sous le nom de Le Corbusier. À eux deux, ils ont créé une véritable collection de mobilier et fournitures au look indémodable. Comme le fauteuil pivotant, parfois nommé fauteuil tournant, qui a su s'inviter dans les intérieurs les plus branchés. Décliné sous 3 modèles, il incarne dans les années 30 tout l'ascétisme de la créatrice. Métal et standardisation au service d'un design intemporel. Petit saut dans le temps dans Tous au musée avec la visite du musée des arts forains, un lieu empli de souvenirs qui sont bons la barbe à papa et les chevaux de bois. Allez, allez, tournez, petit manège! Lorsque un enfant de 2 ans approche un manège pour la première fois avec sa maman ou son papa, on l'autorise à monter dans une voiture ou sur un cheval, il est fier, il est très fier. Ce sont les premières aventures et les premières libertés, et c'est pourquoi beaucoup de gens ont l'œil humide lorsqu'ils repensent à leur première approche du manège. Et si les carrousels étaient les véritables machines à remonter le temps, comme une Madeleine de Proust un brin volumineuse? Jean-Paul Favant, lui, n'a pas perdu son âme d'enfant. Depuis 50 ans, il côtoie les manèges et décors au point d'en faire un musée des arts forains. Sur plus de 11 000 mètres carrés, des dizaines de pièces s'offrent aux visiteurs, sans vitrine ni cartel, mais toujours avec un guide. On peut entendre de la musique, on peut toucher de la matière, on peut voir des sculptures qui correspondent à toutes les époques. L'art forain a été baroque sous Napoléon III, Art nouveau en 1900 et plus structuré en 1925. Aujourd'hui reconnus comme art décoratif, les arts forains ont toujours su vivre avec leur temps. Et Jean-Paul Favant s'emploie à le rappeler, ils ont bien souvent été une vitrine de la modernité. En témoigne ce manège de vélocipèdes construit en 1897 et restauré par les équipes du musée. Pour les premiers manèges de vélo qui ont été faits en 1861, à l'invention de la bicyclette, les forains ont aussitôt installé cette innovation sur les fêtes et il y avait plus de bicyclettes sur les champs de foire que de bicyclettes réellement sur les routes. Pour l'instant, je le lance. Je ne pourrai me mettre pour pédaler qu'au tour suivant. Lancé à vive allure par des mollets affûtés, le manège pouvait alors atteindre 60 km/h. À bicyclette. Dans son existence, pendant les 80 années où il a dû travailler
sur une vie de 120 ans. Il a dû parcourir la distance de la Terre à la Lune et que la moitié de la population française s'est assise sur les sièges de ces vélos. Dans ce musée, les salles monumentales se succèdent au rythme des curiosités, des automates mélomanes et des attractions comme la course de garçons de café, les chamboule-tout, jusqu'aux gondoles qui rendent hommage à Venise et son carnaval, berceau historique et symbolique de l'esprit festif. C'est un musée spectacle, mais c'est aussi un lieu qui est offert au public pour qu'il devienne acteur et qu'il s'oublie totalement, qu'il oublie son quotidien. D'ailleurs, lorsque les gens partent, ils ne sont pas très capables de dire ce qu'ils ont vu, mais ils retiennent que c'était magique. Un endroit hors du temps, mais fidèle au passé. Installé dans les anciens chais du quartier de Bercy à Paris, le musée met une touche de folie dans un cadre historique. Cette rue a 120 ans d'âge, elle est inscrite à l'inventaire et elle est exactement sur 120 mètres de long dans l'état où elle était à cette époque-là. Ici, nous avons un petit morceau de Paris tel qu'il était dans le passé. Au bout de cette fameuse rue, une pièce de musée à échelle humaine attend le visiteur. Un authentique Magic Mirror, salle de bal itinérante de la Belle Époque. Un endroit qui soit démontable, transportable, remontable rapidement, pas trop lourd, pas trop fragile, et que ce soit beau sur tous les côtés une fois que c'est monté. Cette ergonomie que je viens de vous décrire, elle correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le design. Eh bien, ces gens-là n'avaient pas mis sur leur front designer ou artiste ou architecte, mais c'était de sacrés artisans. Poil aux dents. Jean-Paul Favant a même œuvré aux côtés des forains pour faire entrer leur art vivant au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Amuseur de métier et éternel rêveur, il semble avoir réussi sa mission de confier à la postérité cet art de vivre et de s'amuser. L'artiste et designer Erwan Boulou travaille les matériaux pour raconter son histoire, celle d'un monde entre science-fiction, archéologie moderne et symboles tribaux. Dans l'atelier de l'artisan sculpteur Erwan Boulou, on ne crée pas de simples meubles. Ici, les inspirations prennent corps et bifurquent dans un perpétuel mouvement créateur. Moi, je suis toujours sur la ligne de crête quand même, entre la sculpture, le mobilier. Il y a des fois, c'est un peu des deux. Des fois, on bascule clairement dans le mobilier, voire presque dans les arts décoratifs. Et puis, des fois, ça m'arrive de basculer et de perdre la fonction et d'arriver du coup dans la sculpture. Ça, c'est le fétiche. C'est typiquement une pièce qui est plus proche de la sculpture que du mobilier. J'ai arraché le bois vraiment, il est arraché, il n'est même pas sculpté. Un peu comme on s'arrache un peu l'âme là-dedans. À rebours de l'industrie du meuble, Erwan Boulou façonne des pièces uniques destinées aux galeries d'art ou aux particuliers amateurs de design originaux. Chaque nouvelle création en appelle une autre, jusqu'à former des collections où les lignes se suivent. C'est complètement darwinien. Comme dans la théorie de l'évolution, il y a aussi des espèces qui disparaissent. Mais n'empêche qu'une pièce, quand elle est bien armée, souvent, elle va se décliner. Elle va faire des petits. Une descendance engendrée comme ces tables aux motifs organiques ou encore cette étonnante série de meubles déformés. Je faisais une construction très, très rigide comme ça et puis à un moment j'ai commencé à les déglinguer un peu. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une petite histoire qui se créait. Et puis de fil en aiguille, dans cette idée-là, je me suis dit qu'est-ce qui peut produire un accident, puis je suis tombé sur ces trucs un peu cartoonesques, qu'est-ce qui tombe du ciel, un coffre-fort. À un moment, c'est une question qui vaut le coup d'être posée quand même. Comment je vais travailler cette matière? Comment je peux lui donner de la vie aussi à cette matière? Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence entre des choses très bien construites, un peu industrielles, qui sont sans doute mieux faites que ce qu'on fait, mais finalement qui sont mortes.
Moi, j'espère que dans mes pièces, il y ait de la vie. Mais avant de prendre corps entre les mains de ses apprentis, c'est aux côtés de Max, ingénieur 3D, que les idées s'animent. Moi, je pense que la planche, elle devrait faire tout le tour. Mais à la limite, Mais ça, je le prévois dans le défonçage dans ce cas-là, c'est pas grave. soit tu le prévois dans le défonçage, soit tu ramènes le laiton, un rat, et puis tant pis, on aura une espèce de millefeuille sur la tranche. Il n'y a pas un fil conducteur précis, particulier. Erwan touche à tout. Donc il aime bien explorer différents matériaux, il aime bien aussi explorer différents phénomènes. Tout le travail qu'il a fait depuis les 2-3 dernières années sur les craquelures, ça c'est un exemple flagrant de la façon dont il travaille. Il a observé un phénomène qui est naturel, le fait que la terre sèche au soleil, et il s'est demandé est-ce que j'arrive à le reproduire ? C'est des tests permanents. C'est une recherche permanente. On passe souvent, on va dire, 150 heures pour une pièce. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 400-500 heures pour les plus complexes. Un travail de longue haleine qui nécessite une équipe de passionnés. C'est vrai qu'on aime bien le transmettre, on prend beaucoup de stagiaires et tous les gens qui travaillent ici ont été en stage avant. Donc ils arrivent jeunes et souvent enthousiastes, ce qui est vachement agréable. Par endroit, tu sais, peut-être recréer un peu ces décalages. Ouais. Léger, hein. C'est ce que je fais là-dessus, ouais. Oui. Léger. Ouais. Il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a beaucoup de techniques qui sont propres à la maison et c'est très chouette. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de types de meubles différents. Et même si on retrouve des craquelures sur pas mal de meubles, c'est pas le seul motif qu'on retrouve dans les collections. Et donc beaucoup de choses différentes, ça veut dire beaucoup de techniques différentes à apprendre. Et pour moi qui suis encore tout jeune, c'est une vraie chance en soi. Bahut en pyramide d'acier ou encore miroir en moulage de cigale, il y a de quoi s'enthousiasmer pour ces ouvrages d'exception que l'on rêverait d'admirer un jour dans notre salon. Bonjour Erwan. Bonjour. Vous êtes sorti de l'école Boulle en 1995 et en 2003 vous vous installez à votre compte. Ouais. Entre ce laps de temps, beaucoup de commandes, beaucoup d'expériences. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là ? Quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite travaillé au départ chez Laurent Ben, qui est un sculpteur, un créateur de luminaires, un peu de mobilier en verre. Enfin, moi, il m'a appris beaucoup de choses quand même dans cette espèce de folie créatrice. Et puis après, j'ai travaillé dans les musées pendant quelques années. Je faisais du soclage. Et c'était une expérience vraiment hyper bien, où j'ai écumé les musées, j'ai longtemps travaillé au Louvre, on a fait toutes les collections l'Égypte ancienne et la Grande Galerie de l'Évolution, qui était un flash aussi. Erwan, une œuvre réussie, comment la définir ? Une œuvre réussie, c'est une œuvre qui est capable d'être déclinée, de générer de la descendance qui amène vers une suivante, et puis qui a du sens. Alors la matière, on peut en parler avec vous pendant très longtemps. L'une des matières principales, c'est quand même le métal, auquel vous arrivez à donner des formes assez incroyables, vivantes. Il y a un vrai mouvement chaque fois. Je travaille beaucoup le métal parce que c'est la matière que je sais la mieux travailler. Et finalement, ça tombe très bien parce qu'on peut en faire beaucoup de choses. C'est une matière qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est assez souple. Vraiment, elle peut se travailler de plein de manières, à froid, à chaud, se fondre. On peut lui donner après toutes les formes assez facilement. Mais cela dit, j'aime bien travailler aussi les autres matières. Le bois, je fais des choses en bois de temps en temps, le béton de plus en plus. Sur beaucoup de vos objets, il y a bien sûr cette histoire que vous racontez avec l'objet, et c'est souvent lié au temps, le temps qui passe. Il y a par exemple cette console qui semble être écrasée par un météorite, ou une autre qui est complètement déstructurée par la vie, les aventures qu'elle aurait eues. Oui, ça c'est une obsession. Ça c'est sûr que le temps, l'impact du temps sur les matériaux, puisqu'on parlait de matériaux, je le trouve moi très émouvant, parce que le temps finit quand même pratiquement toujours par détruire. Donc au départ, c'est vraiment aussi une idée, un dessin peut-être, qui ensuite est relié par les nouvelles technologies, qui crée un pont en fin de compte entre les gestes traditionnels et quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, les nouvelles technologies qui sont rentrées là, dans l'artisanat traditionnel tel que moi on me l'a enseigné, un peu à l'ancienne. C'est
hyper complémentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment pas l'un ou l'autre. La conception en 3D, tout ça, ça permet, ça a ouvert le champ des possibles. Erwan, vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Ouais. Vous avez tout un atelier qui travaille avec vous. Comment vous envisagez la transmission de votre savoir-faire? Si j'étais tout seul, je ne ferais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je me nourris beaucoup de l'équipe. Bon, après, le fait de les prendre de l'école, ça permet aussi de les former à ma patte un petit peu, parce qu'on a quand même une manière de travailler qui est assez singulière. C'est presque toujours des pièces uniques. Et puis dès qu'il y a un truc qu'on sait faire, en général, on essaye d'aller ailleurs, vers ce qu'on ne sait pas trop faire. Aussi, cette particularité des pièces uniques fait de vous plutôt un artiste ou un artisan? Artiste et artisan, c'est sûr. C'est sûr que les deux sont mêlés. Artiste dans l'intention des pièces, dans le sens où c'est pas que des arts décoratifs pour beaucoup, que j'ai vraiment envie de porter un discours et pas de chercher juste quelque chose de joli. Aujourd'hui, vous avez une 40aine de pièces à l'atelier sur lesquelles vous travaillez tous en équipe. Et parallèlement, vous avez vos projets personnels. C'est important d'être en recherche constante pour vous? Pour moi, c'est essentiel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, les pièces qui sont faites ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est celles qui restent à faire. Merci, Erwan. De rien. Si vous pensiez que le style punk était réservé aux Anglais fanats de musique, détrompez-vous. Les créateurs se sont réappropriés ces codes pour les mettre au service de la haute couture. C'est l'une des contre-cultures les plus influentes de l'histoire qui a révolutionné la musique et la mode. Bienvenue dans l'ère du punk. Elle démarre au début des années 70, portée par l'explosion du rock garage du groupe The Who et par l'opulence du glam rock incarné par les New York Dolls et par David Bowie. C'est Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, qui ramène le courant à Londres, épaulé par Vivienne Westwood. Depuis leur boutique Sex, ils construisent les marqueurs qui feront le style punk, les carreaux, le cuir ou les épingles à nourrice. Les mêmes qui feront scandale 20 ans plus tard sur la robe Versace d'Elizabeth Hurley. Le punk refuse la bienséance. Il déchire ses t-shirts, lacère ses jeans et dresse ses cheveux en crête ou en pique de toutes les couleurs. Et depuis sa naissance, il n'a cessé d'influencer la mode. Simone Rocha s'en inspire régulièrement avec des total looks carreaux, des coiffures déstructurées et des perfectos revisités qui rappellent ceux des groupes comme les Ramones ou les Clash. Car le punk est à la croisée de nombreux courants rock et des styles qui les accompagnent. Influencé par ses premières heures, l'anglais Charles Jeffrey rappelle qu'il trouve aussi ses origines dans l'art des années 70 et dans la culture drag queen. Avant tout un état d'esprit, il prône un chaos artistique et rejette toute forme de convention. Dries Van Noten évoque aussi ses influences et son évolution. D'abord le glam et des looks dramatiques à la David Bowie. Ensuite, le grunge, digne héritier du punk qui naît à Seattle à la fin des années 80. Il est popularisé par Nirvana et son chanteur Kurt Cobain. Ses chemises à carreaux et ses cardigans traversent les décennies jusqu'au podium d'Eddie Slimane, comme ici en 2016. Ou pour Céline en 2021. On y retrouve aussi le fameux perfecto, pierre angulaire de la mode punk et de ses dérivés. Chez Soundquans, le chinois Shang Wanze accumule le cuir et les clous sur des silhouettes sombres où les codes punk deviennent presque fétichistes. Kid Hill et Henri Lage l'emmènent dans une veine encore plus inquiétante. Une esthétique métal qui flirte avec le gothique. Ils abandonnent sa dimension fêtarde et colorée pour un imaginaire sinistre et transgressif. En 2021, Yunya Watanabe retrace toute son histoire en un seul défilé où se croisent le garage des Who,
la mode des Sex Pistols ou le hard rock de Kiss. La boucle est bouclée et le punk bien vivant. Du coucou suisse à la pendule massive en passant par les petites montres au bracelet, chaque outil du temps garde des secrets que Norbert connaît bien. Focus sur l'horlogerie dans le geste. Le métier de pendulier, c'est pas un métier que d'horloger. C'est un métier de passion, d'histoire, parce qu'il faut être attaché à l'histoire, à tous ces objets qui ont vécu. Une maison s'écroule, la maison brûle. Si on peut sauver une pièce, ce sera l'horloge, parce que l'horloge, elle a marqué le temps de nos anciens qui ont vu l'heure dessus, et nous, on repose nos yeux dessus sur le même objet qui est vivant. C'est pas un meuble, c'est pas un tiroir, c'est quelque chose qui vous donne le temps. Dans l'atelier hors du temps de Norbert Kidichian, on prolonge indéfiniment l'âge des vieilles horloges. Pendulier, c'est vraiment caractéristique, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de toutes celles qui sont avant le XXe siècle. Donc on va savoir réparer une pendule, une montre ancienne, une montre à coque, une montre à sonnerie. Ça fait partie d'un savoir. Il faut déjà l'outillage, il faut la connaissance. Toutes les machines ici sont anciennes. Celle-là est le tour de mon grand-père. Mon grand-père travaillait là-dessus quand il façonnait une pièce. Un métier transmis de génération en génération et qui perpétue la tradition, celle des mécanismes et des savoir-faire anciens. Si j'ai besoin de faire un balancier, je vais reprendre du vieux laiton, travaillé, un peu usé. On ne va pas y ajouter un alliage d'aujourd'hui. On va garder les mêmes métaux qu'il y avait à l'époque. Une belle restauration, c'est celle qui ne se voit pas. C'est celle que quand on regarde, on se dit « mais c'est fou, ça marche depuis 200 ans ». Mais non, on l'a restauré dans l'esprit des horlogers d'autrefois. Comme sur cette vieille montre à gousset et à cylindre que Norbert resserre à l'ancienne. Les anciens avaient une technique. Pour resserrer cette pièce, il fallait y mettre l'épaisseur d'un cheveu. Donc on tirait sur son cheveu, on mettait le cheveu à l'intérieur de ça et on refermait le chevillot. Ça s'appelle resserrer un chevillot. Les anciens étaient chauves très vite parce qu'on avait à l'époque que des montres à cylindre. Et le crâne légèrement dégarni de Norbert révèle plus de 30 ans de métier. Je suis arrivé dans ce métier au moment où le quartz commençait à arriver dans les années 80, 60, voilà. Et tous mes camarades de classe et autres faisaient de la montre à pile, la montre à quartz qui arrivait, la montre électronique. Moi, je suis resté dans mon monde à moi. Un monde de rouage miniature qui charme tout horloger qui s'y plonge intensément. Quand on met la loupe à l'œil, on rentre dans un monde, dans un autre univers. Quand on a la loupe à l'œil, on regarde une montre ou une pendule, ben on est dedans, on est dans la matière, on est dans la pendule, on est dans le temps, et tout ce qui est autour, on l'oublie. On regarde rien. Moi, dans ma loupe, je vois uniquement la pièce que j'ai à restaurer. Cylindre, balancier, ressort, Norbert ne se lasse pas d'admirer ces petites œuvres d'art, merveilles d'ingéniosité. C'est tout beau, quoi. Regardez ça, comment c'était fait. Ça fait comme un petit miroir, c'est une boîte en argent. Ça reflète le mécanisme à l'intérieur, ça a une vie, ça a un tic-tac régulier, c'est reposant. Cette passion et cette maîtrise du geste délicat, Norbert l'a transmise à Christophe, devenu depuis plusieurs années son compagnon de pendule et de bonne humeur dans l'atelier. Chacun s'occupe d'une pendule et a un challenge de remettre en vie... Et on a le plaisir à chaque fois de se dire « ça y est, elle marche, ça y est, on l'a mis en tic-tac ». Notre mot, c'est de dire « attention, je mets le balancier et c'est parti ». Comptoise, coucou ou encore pendule d'officier, Norbert et Christophe remontent, démontent et réparent ces troublants témoignages du temps. Souvent, ce sont des pendules de famille. Les enfants ou les petits-enfants, ils retrouvent un objet qui appartenait à leur grand-mère. Et d'un seul coup, ils se disent « mais oui, cette pendule nous rappelle un souvenir d'enfance ». Entre-temps, ils ont déménagé, vécu ailleurs, changé de mobilier, tout ça. Mais la pendule, elle est restée. Et la pendule, c'est un lien affectif avec le passé. Un passé souvent lié à la grande histoire que Norbert connaît sur le bout des doigts. Moi, quand quelqu'un vient avec ça et son étui, je dis « ah, vous étiez bonapartiste ». Et ils me disent « oui, on avait un grand-père, un arrière-grand-père qui était officier et tout ça ». Et comment vous savez ça ? Parce que vous détenez cette pendulette-là. Je ne fais pas que réparer, je leur donne aussi l'historique de... Souvent, ils ont des objets, mais ils n'en savent rien. Alors, j'ai tous les livres. Ce que je dis là, je leur redonne en écrit. Je leur demande à eux de le transmettre de nouveau à leur descendance pour qu'un jour, ils disent « ah ben oui, tiens, mamie, elle nous avait donné ça ». Mais derrière, il y a un papier qui explique pour pas que ça se perde, pour que cette histoire continue. Qui sait, sans doute qu'en 2100, nos descendants seront toujours bercés par le bruit des tic-tac et de la pendule qui retentit.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!